J'ai passé pas mal de temps dans mon entreprise à développer ma carrière. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, de temps. Ma fille a été malade. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, intubée. Et moi, je me suis retrouvé à préparer mon passage devant les responsables à la lampe torche, aux urgences pour les enfants. C'est à ce moment-là que j'ai dit plus jamais. Ben non, il faut que je trouve une solution tout de suite maintenant. Je trouve une maison, 200 mètres carrés, 2 niveaux. Les 200 mètres carrés, je les transforme en 5 appartements. Aujourd'hui, je tourne environ à 3000 euros, 3200 euros de loyer. Lancez-vous. Le meilleur moment, c'était avant. Le deuxième, c'est maintenant. En immobilier, le temps jouera toujours contre vous. Il faut sortir de sa zone de confort. Prenez 100% de vos responsabilités. Vous êtes responsable de vos actions et de votre inaction aussi. Hello Vincent. Salut Julien, ça va? Très bien, merci. Je suis ravi de te retrouver dans le podcast de l'IMO. On est là pour parler à tes projets d'investissement immobilier, passé, futur, ta reconversion, ta nouvelle vie. Je suis ravi de te recevoir. Tu fais partie des premiers invités à passer sur le podcast. Et c'est un véritable honneur. Écoute, merci à toi de m'avoir invité. Moi, j'ai répondu présent. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies pensé à moi. Et bon, toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et écoute, c'est vrai que ça devient presque une habitude. Et à chaque fois, c'est un véritable plaisir. On va de surprise en surprise, de nouveauté en nouveauté. Et j'ai hâte du coup de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, on peut commencer par le début et donc te présenter en tant que personne, en tant qu'humain et ta vie intime, ta vie pro? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Vincent, j'ai 34 ans, je suis papa de 2 petites filles, Charline et Nora, qui ont 5 et 2 ans, qui font que j'ai fait un tas de choses et dont on va, je pense, un peu discuter. Je suis encore salarié, mais la particularité, c'est que je suis en sabbatique. Je profite des différents dispositifs qui existent dans l'entreprise dans laquelle je suis salarié pour pouvoir développer un maximum les business, pour prendre mon envol et en même temps garder, on va dire, cette sécurité derrière pour m'aider à passer au-delà de mes peurs et mes doutes. Et voilà, quoi, globalement, je suis marié, j'habite dans la région toulousaine. Ok. Merci. Tu parles de tes filles et d'un pourquoi. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu d'où te vient cette motivation et cette énergie, cette force? Bien sûr, en fait, tout simplement, moi j'ai passé pas mal de temps dans mon entreprise à développer ma carrière. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, de temps. Et ce qui a fait que je me retrouve en face de toi parce que j'ai fait de l'immobilier et j'ai lancé d'autres business, c'est parce que tout simplement j'ai eu ma première fille, Charline, qui est née en 2018 et qui a été un petit peu mon déclic. Il y a eu un événement majeur, on va dire, qui a, on va dire, un peu bouleversé mes plans de carrière dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Je pense que ça peut servir de leçon à plusieurs personnes qui potentiellement passent du temps sur des mauvais choix ou des priorités qui ne sont pas les leurs. Est-ce que du coup, avant qu'on rentre dans l'IMO, et parce que tout le monde attend ça, mais souvent c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Ça te dérangerait de partager un petit peu ce qui s'est passé? Non, bien sûr, avec plaisir. Je le partage souvent d'ailleurs parce que c'est un pourquoi qui est fort pour moi, qui toujours me ramène aux émotions que je vivais à ce moment-là et qui derrière me booste, même quand aujourd'hui je traverse des difficultés, je me rappelle cet événement-là et donc ça me permet de relativiser, tout simplement, de dire c'est pas vraiment un problème que je vis là, j'ai un pourquoi fort, je sais pourquoi je fais les choses, je sais ce qui m'a amené là. Et donc pour venir au vif du sujet, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai passé presque 10 ans, je dirais, dans mon entreprise, à passer d'ouvrier à technicien, à cadre, à chef de projet. Puis après, j'étais manager, j'étais formateur, j'ai eu beaucoup de casquettes, toujours dans cette idée de placer mes pions, avoir une belle carrière, beaucoup d'argent. J'étais prêt à donner beaucoup de temps aussi. Et il s'est trouvé qu'au moment où ma fille est née, à quelques mois près, j'ai eu l'opportunité qu'il ne fallait pas rater, qui était de prendre un projet avec une envergure qui touchait 1500 à 2000 personnes, qui était un projet de réduction d'effectifs. Donc émotionnellement, c'était difficile pour tout le monde.
je traitais directement avec les hauts responsables. Donc j'avais des comptes à rendre à ces personnes-là. Donc j'étais chef de projet. Toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui avaient dans l'équipe projet, c'était des gens plus capés que moi, beaucoup plus d'expérience, des gros managers, etc. Et il fallait que je les gère dans un délai de 8 mois pour un projet qui aurait dû durer 2 ans, sans ressources, sans finances. Avec ton couteau et ta cuillère. Exactement. Voilà. Et genre, c'était ça le projet de folie qui allait m'amener beaucoup plus haut. Effectivement, ça m'a beaucoup appris de choses sur moi, sur ma capacité à traiter les sujets, mais j'ai travaillé de 7h à 20h tous les jours. Quelquefois, c'était jusqu'à 23h minuit. C'était le week-end, parce que je vais rendre 3 fois plus vite des choses qu'on rendait normalement 3 fois plus, dans un temps 3 fois plus long avec des ressources. Moi, c'était pas le cas. Et je me suis retrouvé, en fait, au bout de ces 8 mois, finalement, la réalité, c'est que j'ai vécu les choses, je les ai faites, mais au bout de ces 8 mois, j'étais dans un sale état physique et émotionnel. Donc, je suis allé chez une psychologue. Qu'est-ce qu'on a vu? Je suis allé chez le docteur. On a vu que j'avais aucun problème, d'ordre de santé. Mais par contre, j'avais des douleurs partout, en mode surmenage, limite burn-out. Et la psychologue m'a fait découvrir quoi? Tout simplement, elle m'a aidé à découvrir qu'à chaque fois que j'avais un jalon projet, un jalon d'avancement de mon projet, ma fille a été malade. On parle des enfants qui ont un sixième sens, etc. Je pense que voilà, ils sentent ces choses-là. Elle a été malade, dont une fois, bizarrement pour le plus gros des jalons, une fois où elle s'est retrouvée à l'hôpital, intubée. Elle pouvait plus se nourrir, s'alimenter. Elle était dans une chambre avec des barreaux, je me rappelle encore, parce qu'elle était toute petite, elle pouvait tomber. Et à côté, il y avait un petit garçon. Et moi, je me suis retrouvé à préparer mon jalon, mon passage devant les responsables, à la lampe torche pour pas réveiller personne, et dans la chambre d'hôpital aux urgences pour les enfants, quoi. Et je l'ai fait, et bon, sur le moment on le vit, on a peur pour sa fille, en même temps on dit faut le faire, il y a la pression, son manager qui appelle et tout, on fait tout. Mais arrivé au bout de 8 mois, 10 mois, c'est à ce moment-là que j'ai dit plus jamais, quoi. Plus jamais, je mets un coup de frein à main, je pars dans l'autre sens le plus vite possible. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis, je vais travailler sur mes objectifs, mes priorités, ce qui est important pour moi et pour ma famille. Exactement. Et évidemment, il a fallu quand même, ça s'est pas fait du jour au lendemain, sur mon, le mindset que j'avais. J'avais un mindset de carriériste qui faisait des horaires de folie, finalement, à qui on avait toujours dit, c'est remarquable, c'est extraordinaire, c'est bien, on me prenait un exemple. Il faut que tout ça n'avait plus aucune importance pour moi, et que la seule importance, je la crée, que ce soit ma famille, mes filles, ce que je crée moi, quoi. Donc ça n'a pas été, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais le déclic, le premier moment charnière, on va dire, ça a été celui-là, quoi, clairement. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On se dit, quelle solution j'ai? Qu'est-ce que je vais faire? Exactement. Après, j'avais déjà l'immobilier en tête, un petit peu, mais c'était un peu comme beaucoup de salariés en mode, tiens, si j'achetais un petit appart, je loue, je rembourse le crédit, faut quand même qu'à 50, 60 ans, j'ai quelque chose, parce que je veux pas travailler comme ça toute ma vie. Mais bon, ça, c'était une idée, ça a duré presque un an et demi quand même avec cette idée, jusqu'au moment où j'ai ce déclic-là, et où là je dis, non, il faut que je trouve une solution tout de suite, maintenant. Donc je regarde qu'est-ce qui existe. On était en plein essor de tous les business en ligne, etc. Je commence par tenter plusieurs choses. Déjà, je tente des choses qui ratent. Je mets de l'argent dans des robots de trading. Je perds de l'argent. Classique, voilà. Je mets de l'argent dans les paris sportifs. Enfin, le truc, je perds de l'argent. Beaucoup même. Je mets de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me lance dans le dropshipping. Ça commence à marcher. Ça demande beaucoup de temps, en plus de mon travail que je dois quand même un peu gérer. Le résultat à la fin, c'est que quand l'URSSAF me rattrape, parce que finalement, toute la marge que je m'étais faite, c'est la marge que prenait l'URSSAF. Donc, ça fait 0, quoi. J'ai appris, mais j'ai gagné 0. Et puis, je découvre un peu au milieu de tout ça l'immobilier. Donc, je commence à me former avec des vidéos gratuites sur YouTube, à regarder tout ça, à prendre une première formation qui m'apprend les bases quand même de l'investissement rentable. Et puis à me dire, allez, il faut que je me lance, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, je fais un premier achat, je me fais aider pour passer au-delà de mes peurs, mes doutes, on va dire. Je fais un premier achat, donc un appartement
à 7 minutes de mon travail. Donc, genre, c'est bon, genre, à tout moment, je peux y aller s'il y a un souci. Hein, c'est Classique. rien qu'en tant que mindset, on le voit direct. À 7 minutes, j'en fais une colocation, rénovation. J'en ai pour 18 000 euros de travaux. Ouais. Achat à 168 000. Par contre, j'achète quand même bien dans le sens où j'ai dû différer pour les travaux. J'ai 1 an total, c'est pas le top, mais j'arrive à négocier ça. J'arrive à négocier pas d'indemnité de remboursement anticipé. J'arrive à négocier du 25 ans sans apport. Bon, c'est pas le top, mais vu le taux à ce moment-là, je suis quand même bien, quoi. Et je génère, donc j'achète ça 4-5 mois après, le temps de faire les travaux, de mettre en location, de signer l'acte d'achat. Eh ben, je rentre 3 colocataires, je génère 400 de cash flow. Donc Net. 400 euros de bénéfices De net bénéfices dès dans le ma premier jour poche, de location. voilà, une fois tout payé, crédit, tout, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Deuxième déclic. Ouais. Là, c'est le deuxième déclic en mode, ben, waouh, 400 euros. C'est mieux que le trading, c'est mieux que la bourse, là, ouais, c'est mieux c'est que le clair. dropshipping, c'est même mieux que mon job. C'est clair. Puis en plus, j'emprunte l'argent de la banque. Au fur et à mesure, j'apprends. Donc, j'emprunte l'argent de la banque. Donc, je sais à combien je peux revendre. Je sais aussi que même s'il y a des mois où je gagne un petit peu moins parce que je peux me retrouver à pas avoir un locataire tout de suite, ça s'autofinancera quand même. Ouais. Que il y a une bonne partie, au moins les 2 tiers du crédit que je rembourse, c'est de l'argent qui dort pour la revente. Ouais. Qui n'est même pas imposé parce que c'est de l'amortissement et pas de la plus-value. Donc je sais qu'au global, c'est excusez-moi l'expression, what the fuck, c'est un truc par rapport à d'autres solutions. Voilà, c'est clair. Et que finalement, il n'y a pas de risque. Et je commence à me dire qu'en fait, je me sens, pour moi, pour mes enfants, pour mes filles, pour ma femme, pour notre vie, je me sens le plus en sécurité. Plus j'ai de crédit, plus je me sens en sécurité. Oui, parce que aussi. du coup, tu mets donc c'est des crédits actifs, tu as des recettes, plus de rentrées que de sorties. Du coup, les locataires te permettent de rembourser le crédit et d'avoir de la marge en plus. Exactement. Et donc de dormir. Plus j'en fais rapidement, plus en plus je vais amortir. Ouais. Donc c'est entre guillemets un truc ultra bénéfique que je peux pas faire avec mes petites économies, avec mon salaire de cadre dans mon entreprise. Et donc de là, je me dis aussi, et ce qui me fait un deuxième déclic, c'est vraiment de me dire 400 euros, j'ai travaillé combien réellement? 1 mois à travailler sur si tu ramènes au taux horaire ou au nombre d'heures totales travaillées cumulées, tu es loin d'un salaire. Exactement. Et si je compare 400 euros à ce que je peux faire en augmentation individuelle dans mon entreprise, c'est peut-être, 3 ans et demi de promotion. 3 ans et demi de promotion. Si tout va bien, s'il n'y a pas le copain qui passe avant moi parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu, si je travaille de 7h à 20h. C'est ça. Avec les petites remarques et les machins, parce que... Donc, de là, je prends un deuxième... Troisième. Ouais, voilà, je fais un troisième coup... troisième déclic. Troisième déclic. Et là, je dis, il faut que j'accélère. Et c'est à ce moment-là que je découvre ta formation, ton accompagnement, ta personne aussi, les vidéos, ce que tu présentes. Je me reconnais finalement dans le message que tu fais passer par rapport aux enfants, à se libérer du temps pour passer du temps en famille et tout ça. Contrairement peut-être à d'autres des investisseurs qui vendront plus l'île avec la voiture de luxe. C'est pas mon délire. Je me reconnais dans le truc de moi j'ai des filles, mes filles, je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir avoir du temps pour elles, du temps pour mes enfants dans ma vie pour faire des choix qui me vont bien, quoi. Et donc je prends l'accompagnement avec toi et je me dis ce qui va me permettre cet accompagnement, c'est de passer au-delà de mes doutes et de mes peurs et de basculer d'un appartement, parce que je pourrais en faire 2 ou 3 maintenant que j'en ai fait un, à un immeuble. Donc plus de cash et je vise les 1000 euros de cash flow avec un seul et même bien, un immeuble de rapport. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Tu trouves combien de visites, combien d'offres, en combien de temps tu trouves le bien? Alors, entre-temps, quand même, faut dire les choses. Entre le moment où je mets en location le premier et le moment où je prends la formation, il se passe quand même quelques mois, pas beaucoup, mais 3-4 mois, où je suis quand même en recherche. C'est-à-dire, j'attends pas, je recherche, mais je recherche de façon désordonnée, complètement, sans méthode. Je vois des villes intéressantes, je vois des biens intéressants, j'appelle, je visite à tout va, je fais des calculs, ça va pas, je fais des offres. Bon, bref, je suis pas formé, j'ai une formation de base, je suis pas prêt à me lancer seul. Ce qui m'aide aussi finalement à me dire, allez, on y va, on avance plus vite, plus fort et mieux accompagné. Donc déjà, je me forme, je fais ta formation.
Ce qui me permet en un mois finalement d'avoir plein de connaissances supplémentaires, un cadre, une rigueur, une façon de rechercher qui va m'amener clairement à pas perdre de temps en fait. Et puis après je pars en recherche en janvier 2021 et en février, mi-février, au bout d'un mois et demi, je trouve le bien qui va être le bien sur lequel je vais me positionner, quoi. Je fais des offres avant, mais ça fonctionne pas forcément. Je rate des biens aussi. J'ai raté au moins 2 biens parce que je me suis dit tiens, on attend demain pour appeler, faire une offre et pour bloquer le bien. J'ai encore cette petite peur à ce moment-là de me dire mince, une offre ça m'engage. Donc j'attends, je perds des biens. Je me rappelle avoir perdu un immeuble de rapport à Agen à rafraîchir à un prix défiant toute concurrence, nickel. Et en fait, l'annonce est postée le dimanche matin par un particulier à genre 7h. Je la vois à 7h10 et je me dis non, c'est dimanche. Ouais. Et lundi matin, il est parti. Il est parti le dimanche à l'instantané, quoi, tout simplement. Classique, mais voilà, je tombe encore dans ce panneau-là à ce moment-là. Et donc après... Oui, vas-y, pardon. Non, vas-y, continue. Et donc après, je me remets dans la formation et je trouve un bien au bout d'un mois et demi. Donc là, on est à 2 heures de chez toi. 2 heures de chez moi. 2 heures de chez toi. C'est une maison que du coup tu divises, tu crées plusieurs logements dedans. En fait, je trouve une maison. L'avantage de cette maison, c'est que le double vitrage est déjà changé. Les diagnostics sont bons. La toiture a environ 10 ans. C'est de l'ardoise. La façade, elle est en assez bon état pour tenir au moins 10, 15, 20 ans. Donc, la coquille, finalement, elle est nickel, il n'y a rien à toucher. Ce que je voulais éviter, je voulais bien faire une maison, mais si je pouvais éviter d'avoir vraiment un truc avec de la toiture, de la charpente, je le faisais pour un premier immeuble, on va dire. Donc, c'est une maison de 200 mètres carrés, 2 niveaux, qui se prête totalement à la division. Il y a déjà, en fait, quand on rentre par la porte d'entrée, un salon d'un côté, une cuisine et une salle à manger de l'autre, un couloir central. Ça me permet derrière de créer par niveau, de diviser en deux. Et au dernier étage, avec les combles, de créer plutôt une colocation, un appartement plus grand. Donc les 200 mètres carrés, je les transforme en 5 appartements, 4 d'environ 32 mètres carrés et le dernier de 70. D'accord. Donc ça, tu as combien de loyer là-dessus ? Aujourd'hui, je tourne environ à 3 000 euros, 3 200 euros de loyer. De loyer et de mensualité ? Et de mensualité, je suis à 1 500 euros. Donc là, si on fait les chiffres de tête brut, tu as 1 500 euros de bénéfices bruts. Ouais. Une fois qu'on a levé les charges et tout, il t'aurait peut-être 500 euros. Et une fois qu'on a tout enlevé, il me reste 900 euros net. Okay. Actuellement, avec le contexte actuel de la location courte durée. Ouais. Après, dans le contexte de 2022, j'étais plus à 1200 euros. Ouais. Là, je reviens à 900. Je fais des choix aussi. Maintenant, voilà, j'ai appris à gérer mes choix stratégiques. Moi, j'ai un profil où je loue cher en longue durée, ce qui finalement limite l'impact positif de la courte durée. Donc, entre en ce moment les galères que ça peut générer, les difficultés versus les bénéfices, je fais évoluer mon patrimoine. C'est pour ça que l'avantage tu fais une petite colocation, de la longue durée, de la courte durée, on diversifie les risques et surtout on optimise au mieux selon la période de l'année, selon l'année en question, selon la situation économique. Aujourd'hui, les taux sont plus hauts, mais même malgré ça, on arriverait quand même à faire de superbes machines à cash telles que celle-là. C'est clair. Comment ça s'est passé, les travaux? Est-ce que tu as eu des challenges? Oui, beaucoup, quand même. J'ai essayé de borner quand même pas mal le projet. En plus, ayant été chef de projet, j'étais quand même à regarder le détail carré. Donc, j'ai fait passer des artisans. Donc, je me suis retrouvé à valider un devis travaux. J'ai validé aussi quand même pour avancer sur mon projet. J'ai pris le parti de me dire il y a des choses dans mon devis travaux qui ne vont pas passer avec cette personne-là, avec ce maître d'œuvre-là. Je les enlève et, entre guillemets, je trouverai sur 8 mois de travaux, je vais trouver quelqu'un qui va me faire les cuisines, je vais trouver quelqu'un qui va me faire les peintures et je pourrai mieux mettre en concurrence des individuels, des entreprises individuelles spécialisées là-dedans qu'un maître d'œuvre. Donc je prends le parti quand même de ne pas avoir un seul
et même de vie, qui pour moi est un peu quand même, fait partie du jeu de l'investisseur immobilier, de l'entrepreneur, de toujours trouver des solutions et toujours quand même avancer, quoi. Et comment ça se passe? Et comment ça se passe? Alors les travaux se passent, au début ça démarre très bien. Après, j'évolue dans mes décisions, donc j'accepte aussi que mes travaux reculent un petit peu. J'ai des galères, j'ai de l'arbitrage à faire surtout, c'est-à-dire que même en ayant tout cadré, on se retrouve avec des artisans. Où est-ce que je mets la prise? La prise, il faut la mettre là. Et quelquefois, je me rends compte que j'ai pas forcément noté la hauteur de la prise. Je l'ai positionnée sur le mur, mais j'ai pas dit que la prise pour allumer la lumière, il fallait qu'elle soit à 1m10, etc. Heureusement, je me retrouve bien avec la maître d'œuvre et avec les artisans pour qu'ils prennent un minimum de décisions. Je leur laisse un peu la main sur ces aspects-là. Et après, j'ai de l'arbitrage aussi, parce que je me retrouve avec une maître d'œuvre je me rends compte au bout de 3-4 mois sur 8, qui est assez anxiogène, dans le sens où je ne suis pas sur le chantier, c'est à 2 heures de chez moi. Elle m'appelle à 7h30, 8h. Monsieur Decaux, il y a un souci là, et il se passe ça. Ah d'accord. Et en fait, si je l'écoutais, tout est catastrophique, quoi. Donc, j'ai eu le cas de figure où les cloisons sont montées, elle va sur le chantier, elle m'appelle tout de suite, elle me dit « Monsieur Decaux, le lit ne rentrera pas là. Il ne rentrera pas. » Là, le couloir, il est trop petit. Heureusement, à ce moment-là, je commence à me rendre compte un peu de sa personnalité et je lui dis, est-ce que vous avez respecté le plan? Oui. Bon, vous posez pas de questions. Ça rentre. Ça rentre. Voilà, c'est à moi de gérer c'est difficile à gérer à la fois les artisans, des fois même les professionnels, les experts, qui ont leurs émotions, qui ont leurs croyances, qui ont leur façon de faire. Et nous, derrière, on arrive avec une méthode relativement carrée et il faut les faire entrer dans les cases. Il y a automatiquement des accrochages, un petit peu de stress qui monte, ça fait partie du package. Exactement. Mais tu t'en es sorti. Totalement. Après, voilà, un arbitrage, finalement, à la fin, ça reste toujours qu'il faut que la personne, elle y gagne et que nous aussi. Donc, c'est comme ça que je vois les choses et que j'avance en me disant, et en partageant ça, finalement, même avec la maître d'œuvre, avec les artisans, c'est vous gagnez, je gagne. Vous gagnez du temps, je gagne de l'argent. On avance ensemble, on est là pour sortir le projet, que tout se passe bien, quoi. Et des difficultés notables, importantes? Du retard, surcoût? J'ai eu du retard, j'ai eu du surcoût, mais en fait, comme j'avais enlevé des postes, j'ai pu gagner de l'argent sur certains aspects. Les meubles, par exemple, j'ai divisé par 2 la facture meuble. Et au global, en fait, je me suis retrouvé à gagner 10 000 euros et à avoir un surcoût de 10 000 euros. Donc, heureusement que je les ai gagnés pour maîtriser mon budget total. Mais bon, au final, ça c'est bien. Est-ce que du coup, tu aurais un conseil à partager aux personnes qui hésitent à se lancer dans l'immobilier ou qui sont déjà lancées pour que ça se passe bien? Je pense que déjà, il faut que pour toute personne que vous contactez, que vous appelez un agent immobilier, un notaire, un artisan, un maître d'œuvre, n'importe quel expert, vous ne considérez pas que ce soit un expert. Ce n'est pas un, c'est comme tu le dis, il a ses croyances, elle a ses croyances, ses pensées, et finalement elle va faire transparaître ça. Et si vous considérez que parce que c'est un expert, et c'est normal qu'il nous dise ça, derrière vous n'allez pas avancer. Et tout problème va prendre des ampleurs énormes. Donc moi, ce que je fais là-dessus, le conseil, c'est faites passer au moins 3-4 personnes. Et si, oui, il y a une tendance, sans rien leur dire, qui va dans un sens, c'est que c'est sûrement, on se rapproche de la vérité. Et si y en a un qui est totalement... Ne jamais croire ce qu'une personne dit. Exactement. On va toujours taper à plusieurs portes, prendre plusieurs avis, comparer, analyser, prendre du recul et prendre la décision. Exactement. Et le deuxième conseil, je dirais, c'est lancez-vous. Parce que le meilleur moment... on dit toujours c'était avant, c'est le premier meilleur moment, le deuxième c'est maintenant. Donc lancez-vous. En immobilier, le temps jouera toujours contre vous tant que vous n'avez pas investi. Et il jouera pour vous quand vous aurez investi, même si c'est pas aussi bien que c'est sur le papier, même si c'est pas parfait, il y a toujours des façons les taux sont plus élevés. Exactement. On a tous à y gagner, à passer à l'action, à investir et à attendre. C'est clair. Exactement. C'est le seul business où on investit l'argent de la banque sur du long terme avec une rentabilité, un retour
instantané. Instantané. Et on sait exactement combien on va gagner en cash flow, en bénéfice, en rentabilité, et dès le premier jour et pendant les 10 prochaines années. Exactement. Il n'y a pas photo. Et alors aujourd'hui, du coup, t'en es où? Eh bien aujourd'hui, donc je développe mes projets, je profite du temps que j'ai pour développer mes projets, aussi pour profiter de mes filles, même si, pas se le cacher, la vie d'entrepreneur, ça reste que on est face à notre réalité, hein. Personne n'est là pour générer de l'argent pour nous, pour quoi que ce soit. Donc derrière, qu'est-ce que je fais? Déjà, je gère mes biens immobiliers, et ça, comme je les gère en direct, c'était un choix de ma part. J'ai quand même 6 appartements, mais 9 locataires avec la colocation, dont de la courte durée. J'ai des box que j'ai aussi en location. Sur le terrain, oui. Sur le terrain, voilà, le terrain de l'immeuble. Je suis en train de voir, je travaille à dégrossir et prendre une décision sur qu'est-ce que je fais du terrain qu'il y avait avec l'immeuble. Est-ce que je fais construire moi? Est-ce que je revends pour un investisseur en créant, en divisant parcellairement le lot et en créant une servitude de passage? Je ne sais pas encore. Là où j'en suis, une fois que j'ai fait ça, j'ai profité de mon CDI pour acheter ma maison. Donc j'ai acheté ma résidence principale dans laquelle j'ai quand même un local qui vient me rapporter des revenus supplémentaires. Donc là, tu achètes la résidence principale en mode investisseur. Voilà, en mode investisseur. Donc je crée aussi de la surface. J'ai 46 mètres carrés, un plateau de 46 mètres carrés sous comble que je suis en train de finir d'aménager. Donc je crée finalement de la valeur que je vais pouvoir un jour revendre en résidence principale, donc sans être taxé sur la plus-value. Et comme en plus de tout on va dire ce schéma-là, ma femme m'a rejoint dans le monde de l'entrepreneuriat, et on est en train de se dire que notre résidence principale, est-ce qu'on a envie, je me le dis plus qu'elle, je t'avoue, est-ce qu'on a envie de s'y attacher, ou est-ce que finalement, nos filles grandissant, on va pas potentiellement 4 mois par an la louer en location courte durée, en mettant un spa, une piscine, il y a de quoi accueillir 8 personnes. Profiter ailleurs, et aller profiter ailleurs, ouais, voilà, l'hiver, l'été, voilà, dans des coins où finalement on peut bien vivre avec moins, et puis derrière louer ça, et comme ça vraiment le crédit sera égal à zéro, ou même on fera du bénéfice sur la résidence principale. Okay. Et tes projets autres immobiliers du coup? Eh bien déjà, je suis coach immobilier avec toi. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, de partager mon expérience, d'essayer de montrer qu'il n'y a pas des problèmes, il n'y a que des solutions. Et donc voilà, j'ai cette activité-là qui me prend quand même pas mal de temps, mais que j'adore. Ensuite, je suis formateur en closing. Donc je me suis formé sur le closing, donc la vente de formation en ligne. Et comme je me débrouille pas trop mal, j'ai pu passer du côté des formateurs. Donc je forme des futurs closers. Et ensuite, en parallèle, j'ai lancé un business de location de voitures. Parce que pour les travaux que j'ai un peu supervisés, certaines choses que j'ai quand même un peu fait moi-même sur l'immeuble, j'ai acheté un camion. En fait, j'ai vendu ma voiture, j'ai acheté un camion en me disant tu le loueras et on verra ce que ça donne. Et ça marche très bien. Donc je suis en train de lancer ça. Ça marche tellement bien que là, je vais être obligé de passer en société avant la fin d'année pour pouvoir le déclarer et être dans les règles, parce qu'il y a une limite à laquelle on ne peut pas déroger pour pouvoir faire ça. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est de multiplier par au moins 3 mon parc de véhicules pour pouvoir, pareil, continuer à grossir derrière. C'est excellent, très intéressant. Est-ce que du coup tu aurais une pépite? Ce podcast s'appelle Les Pépites de l'IMO. Est-ce que tu aurais une pépite à partager pour les personnes qui écoutent, les auditeurs, et qui sont peut-être un peu comme on pouvait l'être précédemment, à se poser des questions dans une situation inconfortable, et ils ont envie d'utiliser l'immobilier pour s'en sortir? Donc écoute, moi la pépite que je pourrais te partager, c'est que il faut sortir de sa zone de confort tout le temps. C'est quelque chose qui m'a beaucoup... comme je le faisais déjà dans mon mode carrière, ça m'a demandé moins d'énergie, et je le vois chez les personnes qui passent à l'action, c'est difficile. Sortir de sa zone de confort, notre cerveau, il n'est pas fait pour accepter ça, donc il va tout faire pour nous y remettre. Il va utiliser tous les arguments, tous les détails pour
nous prouver que oui, t'es mieux là où t'es, ne va pas ailleurs, ne prends pas de risques, n'échoue pas. Et en fait, tout se passe dans l'action, tout se passe hors de sa zone de confort, tout se passe dans l'échec et la réussite qu'il y a derrière. Donc, la pépite, je dirais, sortir de sa zone de confort et ensuite ne jamais considérer que c'est perdu. Tant qu'on continue d'avancer, le combat n'est pas perdu. Tant qu'on respire, voilà, il y a de l'espoir. Voilà, et c'est ce que je me dis, vu l'argent que j'ai perdu dans certains business, finalement, si j'abandonne, je l'ai vraiment perdu. Tant que je n'ai pas abandonné, que je continue à développer d'autres activités, à faire autre chose, je gagnerai in fine, quoi. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une autre phrase magique, une autre idée à partager à nos auditeurs? Une autre citation? Prenez 100% de vos responsabilités. Vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas. Si vous commencez à penser comme ça, à l'intégrer en vous, vous commencerez à vous dire mince, j'ai pas fait ça. Et c'est votre faute si vous l'avez pas fait. C'est votre faute, c'est vous qui faites. Si vous êtes responsable de vos actions, quelles qu'elles soient, et de votre inaction aussi. Donc passez à l'action. Superbe conclusion. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir. À très vite. À très vite.